Moïna. Bonjour Catherine. Merci beaucoup tout d'abord d'avoir accepté cette interview. Vraiment, je te remercie. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir comme ça par vidéo. C'est vraiment, je suis vraiment très heureuse en tout cas. Avec plaisir. Alors, écoute, effectivement, donc comme j'ai l'habitude de le faire avec mes invités, je vais te poser quelques questions. Et la première question, qui est assez simple, est-ce que du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas et qui vont regarder cette vidéo, est-ce que tu peux te présenter brièvement et puis dire ton parcours Oui, donc Moïna Fouché de la Vigne, je suis journaliste et je suis auteure et ça fait quelques années que j'ai commencé à travailler sur le sujet de l'éducation et de la nature. Au départ, j'ai commencé en, en me documentant sur les écoles en forêt et ça m'a beaucoup attirée et à partir de là, j'ai tiré le fil et donc j'ai commencé à regarder ce qui se passait du côté des écoles en forêt, donc des écoles où les enfants sont très souvent dehors en toute saison, où la salle de classe c'est dehors, c'est souvent la forêt ou ça peut être d'autres espaces naturels. Et à partir de là, je me suis aussi renseignée sur la question de à quel point les enfants étaient en lien avec la nature aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient, depuis quelques décennies, ils sont de plus en plus coupés de nature et ils vivent complètement à l'intérieur et ça leur manque. Je ne me rendais pas compte à quel point cela était vrai. Et j'ai voulu aussi regarder ce qui se passait en France, parce que ces écoles en forêt, c'est surtout dans les pays nordiques, en Allemagne et tout ça. Donc, ça donne bien envie, mais c'est assez loin de notre univers. Et je trouvais ça important de montrer aussi ce qui se faisait en France pour voir comment on pouvait développer ça en France, comment c'était duplicable, comment on pouvait essaimer ça et comment on pouvait rendre possible le fait d'offrir un accès régulier à la nature pour tous les enfants en France et pas que les enfants dont les parents sont très convaincus du sujet ou pas que des enfants privilégiés, quoi. Que ce Mm. soit vraiment quelque chose de démocratisé. Voilà. Et donc, j'ai écrit un premier livre sur le sujet pour parler du besoin de nature, que ça soit reconnu et que ça soit pris en considération en France et montrer qu'est-ce qu'il y avait comme différentes façons d'aller dehors dans l'éducation. Et après, j'ai écrit un deuxième livre avec Christelle Ferjou, qui est une enseignante, une des pionnières de l'école dehors en France, une enseignante dans le public, et qui est devenue conseillère pédagogique et qui a commencé à faire classe dehors il y a une dizaine d'années, toutes les semaines avec sa classe de maternelle. Là, à ce moment-là, c'était vraiment quelque chose de assez rare, même très très rare. Et depuis, elle a partagé sa pratique avec des personnes autour d'elle, donc dans sa circonscription, dans son département, dans les Deux-Sèvres, etc. Et donc là, l'idée du deuxième livre, c'était vraiment de raconter sa vision des choses, sa pratique, partager son expérience et pour montrer aux autres enseignants que c'était possible de le faire et l'intérêt que ça avait de le faire. Voilà. Et, voilà. Et donc aujourd'hui, je suis toujours journaliste, mais je ne travaille plus dans une rédaction et je suis engagée sur ce sujet pour que ce sujet soit pris en compte du côté institutionnel, que ce soit, et aussi du côté que ce soit d'aider les enseignants avec la production de ressources, etc., pour qu'ils osent se lancer. D'accord, très bien. Voilà. Bon. Bah, merci beaucoup. Et puis alors, une question que j'aime bien poser aussi à mes invités, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Ah. Qu'est-ce qui m'anime au quotidien Ce qui m'anime au quotidien, c'est de me dire que le travail que je fais est utile pour que les enfants soient plus dehors et que les enfants qui passent du temps et qui peuvent jouer dehors en nature, dès que les enseignants commencent à sortir et offrent ça à leurs élèves, et ben tous leurs élèves sont vraiment heureux de sortir et les enseignants aussi. Et moi, c'est ça qui m'anime. Quand j'ai des enseignants qui me disent « Ah, bah, j'ai commencé à le faire grâce à un article, grâce à je sais pas quoi. Là, je me dis bah, « C'est super, c'est Ouais. tout bon, quoi. Je continue. » Que tu as semé une petite graine et qu'effectivement, cette Voilà. graine, elle est en train de prendre. Et effectivement, je pense que c'est important ouais, de semer chaque fois des petites graines comme ça, que ce soit une personne, deux personnes, trois personnes. Mais je pense qu'effectivement, à fur et à mesure, ce sera vraiment du coup quelque chose qui va prendre. Ok, super. Alors, une autre Pardon.
questions. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Alors, moi, effectivement, j'ai lu ton livre qui s'appelle L'enfant dans la nature, enfin, que j'adorais, vraiment. Enfin, j'ai trouvé ça super intéressant, enfin, très instructif, et puis effectivement, basé sur, voilà, sur les études, les statistiques qui étaient faites. Donc, du coup, vraiment très, très inspirant. Et du coup, là, une chose que j'ai marquée dans ce livre, ce qui m'a effectivement interpellée, on va dire, c'est que on remarque en effet que de plus en plus d'écoles sont quand même réticentes aussi à sortir dehors par peur d'accidents ou de procès de la part des parents notamment. Et que par conséquent, en fait, les enfants grandissent, comme tu disais dans le livre, effectivement, dans un environnement où ils sont totalement naïfs de tous les risques. Voilà, on les protège, on les peut-être surprotège justement. De mémoire, je crois que tu donnais un exemple justement des arbres dans les écoles, dans les cours de réaction des écoles, on coupe les branches pour que les enfants ne puissent pas grimper dessus parce qu'effectivement, par peur qu'ils tombent et que derrière, il y a un procès entamé contre l'école. Donc voilà, comment on peut essayer en tout cas à faire évoluer les choses et les mentalités des parents, notamment sur ce point, en fait, sur cette prise de risque. Ouais. Effectivement, la question du risque et l'obsession qui s'est développée du risque zéro depuis, je ne sais pas exactement depuis quand c'est, mais peut-être les années 70-80, c'est un des points qui fait que l'expérience des enfants et la vie des enfants s'est vraiment appauvrie. Et qu'on leur laisse beaucoup, beaucoup moins de marge de manœuvre. Je ne pense pas que ce soit que les parents. Je pense que c'est vraiment quelque chose de généralisé et que les parents font partie de la société. Moi, je suis parent aussi. Et c'est les parents, les enseignants, les responsables. Enfin, c'est tout un système qui se fait comme ça et chacun je veux se protéger au fur et à mesure et donc on interdit. Il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est de se dire, alors comment le faire exactement, je ne sais pas, mais je pense que ce qui est important pour que ça change, c'est que notre perception du risque change, que c'est pas le risque zéro, c'est quelque chose qui n'existe pas et c'est quelque chose que si on cherche ce risque zéro, c'est même contre-productif et dangereux en fait, parce qu'on interdit trop de choses et donc c'est mauvais pour le développement de l'enfant, pour le développement physique et pour le développement psychique. Mais donc par rapport au risque, il faut qu'on change notre vision du risque, parce que le risque, ce qui est important, c'est de offrir une dose suffisante de risque, parce que c'est en prenant des risques, par exemple, si on a un cours où on connaît tout, et ben on prend zéro risque, mais on n'apprend rien et on s'ennuie à mourir. Et ben, ça, c'est de façon générale. Pour un risque physique, c'est pareil. Si on interdit tout aux enfants, s'ils n'ont pas le droit de grimper, etc., et ben, ils vont s'ennuyer. Et les cours de récréation, par exemple, dont vous parlez, qui sont aujourd'hui où on enlève tout, on enlève même les bacs à sable pour des raisons d'hygiène, il n'y a rien, quoi, c'est juste du goudron, etc. Enfin, si on va à l'extrême, ça donne ça. C'est des cours qui finalement sont dangereuses parce que le sol, finalement, c'est assez dangereux. Et en plus, c'est des cours qui sont tellement ennuyeux et stressants pour les enfants qu'il y a une vraie question d'agressivité dans ces cours où les enfants s'ennuient et se tapent dessus, quoi. Et les cours qu'on fait évoluer et qui sont des cours qui deviennent plus naturels avec du relief, avec des cachettes, etc., et où on peut grimper aux arbres, par exemple, il y a des études qui ont été faites. On voit que c'est des cours où il y a moins d'agressivité, comportement agressif, moins de harcèlement, parce que les enfants s'y sentent mieux, ça correspond plus à leurs besoins. Et cette question du risque, donc c'est pas on ne peut pas atteindre le risque zéro, mais par contre, ce qu'il faut, c'est que dans un environnement, en amont de ça, le risque il soit pensé. Et donc, on se dise, il faut qu'il y ait une petite dose de risque, mais il ne faut pas qu'il y ait un danger de mort dans une cour de récréation, bien sûr. Donc, il n'y aura pas une énorme falaise, mais par contre, il y a quelques branches et des enfants puissent grimper à un arbre et se cacher un petit peu. Ça, c'est intéressant et ce n'est pas un risque complètement démesuré. Donc, en fait, c'est une balance, comme pour les médicaments, quand on met des médicaments en service, il y a une balance entre bénéfice et le risque, mais il ne faut pas que ça soit risque zéro, mais il y a le bénéfice du risque et le risque du risque. Oui, c'est ça. Essayer de trouver un juste équilibre, on va dire. Voilà, entre les deux. Et par exemple, je lisais une recherche en Norvège sur les éducateurs là-bas, ils avaient étudié avec les éducateurs en Australie sur leur gestion du risque. Et pour eux, la perception du risque, le risque est aussi quelque chose de positif. Donc, ils vont encourager les enfants à se balancer sur une corde, à faire des choses comme ça, alors qu'en France, on va dire surtout ne bouge pas, il ne faut rien faire. Mais à l'inverse, un enfant qui commence à marcher, qui commence à essayer de se mettre debout, et ben on va le laisser faire, même s'il tombe, parce qu'effectivement, il prend le risque de tomber, mais en même temps, il a besoin de ça pour apprendre à marcher. Donc, on le laisse prendre ce risque. Et ce qu'il faut, c'est qu'après la marche,
faut accepter qu'ils prennent d'autres risques petit à petit. Et un enfant à qui on fait confiance, déjà, on lui fait confiance, donc il sent qu'on lui fait confiance. Et donc ça, c'est aussi important pour sa construction. Mais on lui fait confiance, c'est-à-dire qu'il va petit à petit, il va prendre conscience de ses limites et il va dépasser ses limites petit à petit et il ne va pas prendre des risques complètement fous parce qu'il n'a pas envie de se faire mal non plus. C'est ça, c'est exactement. Et on apprend finalement par son expérience aussi, Mm, et, ouais, comme on dit, par l'école de la vie, quoi. mm. Exactement. Alors, une autre question que j'avais, effectivement, tu parlais également en fait, de la sensibilisation culpabilisante de nos enfants en fait, à l'écologie et à tout ce qui est éco-geste. Comment, du coup, justement, peut-on faire afin que nos enfants, finalement, aient une vision plus positive, on va dire, de leur engagement écologique, qu'ils n'aient pas voilà, cette pression culpabilisante, finalement, de devoir faire des éco-gestes, de respecter l'écologie? Qu'est-ce qu'on peut, effectivement, comment, finalement, on peut valoriser et donner voilà, cette vision plus positive, finalement? Moi, je trouve que déjà, surtout si on parle de jeunes enfants, à des jeunes enfants, leur passer l'image que les océans, c'est des dépotoirs et que la planète va mal et qu'on va droit dans le mur, c'est quelque chose qui est, même pour les adultes, c'est très difficile à supporter, cette idée. Et je pense que pour les enfants, c'est encore pire. Et c'est pas comme ça qu'on peut bien se construire. C'est complètement déprimant, quoi. Donc, déjà, rien que par rapport à ça, je trouve que c'est important de voir qu'est-ce qui est prêt à entendre un enfant et qu'est-ce qu'il peut supporter comme charge, parce que c'est un poids qu'on lui met quand même. Et en plus de ça, on s'est rendu compte depuis maintenant quelques temps déjà, il y a des études qui ont été faites sur comment faire pour que les personnes prennent soin de leur environnement. Euh, et une des choses qui fonctionne pour prendre soin de son environnement, pour développer sa conscience environnementale, donc se rendre compte que l'être humain fait partie de la nature et qu'il a besoin de cet environnement pour vivre aussi, enfin, c'est quelque chose on en fait partie, c'est pas quelque chose d'extérieur. Euh, pour développer ça, par exemple, il y a une étude qui avait été faite par Louise Chola sur ce développement de conscience environnementale à partir d'adultes qui prenaient soin de l'environnement, donc des défenseurs de l'écologie, etc. Et tous, euh, et tous partageaient le fait que quand ils étaient petits, ils avaient eu des expériences directes dans la nature, ils avaient joué librement dans la nature. Et donc, ils sentaient que eux faisaient partie de la nature. Et donc bien sûr, ils voulaient la protéger parce que ça faisait partie d'eux. C'est pas, on parle des éléphants en Afrique ou du plastique dans l'océan Pacifique. C'est quelque chose d'immédiat, c'est l'arbre d'à côté de la maison, c'est de la proximité et on en fait partie, c'est notre environnement. Mhm. Et donc c'est moins culpabilisant et je pense au final aussi plus efficace pour que les enfants grandissent bien et en conscience de leurs responsabilités, mais sans que ce soit complètement, ça soit quelque chose de subi et auquel on ne peut pas grand-chose, parce que quand on sait que les océans sont des dépotoirs, effectivement, on peut ramasser les petits plastiques en bas de chez soi, mais ça ne va pas changer grand-chose non plus, quoi. Ouais. Je suis un petit peu négative, mais... Non, mais non, tout à fait. Mais je pense qu'effectivement, je suis complètement persuadée comme toi que finalement, plus on met les enfants dans la nature, plus ils sont, voilà, qu'ils se sentent liés en fait, à la nature, plus ils la connaissent aussi. Du coup, c'est quand on connaît et qu'on voit aussi quelle beauté ça peut apporter, quel émerveillement ça peut apporter. C'est là qu'après, on a envie d'en prendre soin et effectivement, plus Ouais. ouais, Et entièrement. complètement, c'est pas. Et en plus, c'est effectivement pas juste la connaissance, mais aussi c'est le lien affectif qu'il y a, parce qu'on va pas juste aimer parce qu'on nous dit qu'il faut aimer la nature, mais on va se sentir en lien, on va se sentir connecté si pour nous, enfin, si ça nous a touchés, si on a pu admirer les choses, si on a passé des bons moments, etc. Et ouais, donc c'est très important et c'est pas juste la connaissance, effectivement. Ouais, tout à fait. C'est Ouais. la connaissance et le lien affectif et les émotions. Ouais. Une autre question que j'avais, parce que tout à l'heure, effectivement, tu avais parlé, tu avais déjà un petit peu commencé à répondre à ma question, c'était notamment sur les forest schools que tu as pu observer, donc surtout dans les pays nordiques, en Angleterre, en Allemagne. Comment finalement ce modèle, et est-ce que surtout il est transférable, on va dire, en France, en fait? Est-ce que c'est facilement, on va dire, applicable est-ce que c'est des choses, enfin des écoles, le type d'école qu'on peut facilement développer, mettre en place en France? Euh, alors, une école 100% en nature en France, ça paraît très éloigné de nous, mais en même temps, par exemple,
En Allemagne, il y a quelque temps, il n'y en avait pas du tout et ça s'est beaucoup développé en une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, il y en a, je crois, plus de 2000, presque 3000 et ça continue à se développer. Donc, c'est quelque chose qui serait possible aussi. Après, ce qui se passe pour l'instant en France, donc en France, il y a des écoles en forêt qui se développent. Après, il y a aussi des écoles alternatives qui se revendiquaient pas en forêt, mais qui sont quand même très liées avec l'environnement naturel, etc. C'est pas... et ça vient pas de sortir non plus les écoles en forêt. Enfin, les écoles en forêt, ça, au Danemark, il y en a depuis une soixantaine d'années. Mais même avant ça, tous les pédagogues de l'éducation nouvelle, comme Freinet, comme De Crowley, etc., ils étaient déjà dans une démarche d'une école ouverte, d'une école qui soit en lien avec son environnement, qui soit naturel, social, etc. Pour Montessori aussi, la question de la nature était importante. Elle disait qu'il devait systématiquement avoir un espace extérieur avec un libre accès pour les enfants, pour qu'ils aient une liberté de mouvement, qu'ils soient en contact avec la nature, etc. Mais depuis, par exemple, une dizaine d'années avec, par exemple, Christelle Ferjou, qui est enseignante dans le public, elle a mis en place, elle s'est dit comment je peux faire l'école en forêt dans ma petite école publique dans les Deux-Sèvres. Elle s'est dit, je ne pense pas que ça soit possible de faire classe dehors tous les jours à temps plein, mais elle s'est dit, je vais faire ça une fois par semaine, une matinée par semaine. Donc ça paraît assez peu, mais en même temps, par rapport à des enfants qui sont 100% à l'intérieur et des enfants, on sait aussi qu'il y a un tiers des enfants qui partent même pas en vacances, donc le seul contact qu'ils ont avec leur environnement naturel, c'est ce qui se passe dans leur quartier ou dans leur école. Donc s'ils partent pas en classe verte, s'ils partent pas en colo, s'ils partent pas en vacances, si leur cours est goudronné et si les enseignants les emmènent pas dans un espace un peu naturel, eh ben, ils ont zéro contact avec la nature, ils ne touchent pas le sol littéralement. Et il y a beaucoup d'éducateurs qui m'ont raconté ça, c'est ça qui m'avait frappé au tout début quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, des enfants qui n'osent pas poser un pied dans l'herbe parce qu'ils trouvent ça dangereux, sale, etc., parce qu'ils n'ont jamais eu ce contact avec la terre. Moi, ça m'a vraiment choquée au tout début quand j'ai commencé, quand on m'a dit ça. Et en fait, tous les éducateurs et enseignants, après, m'ont raconté et m'ont dit, on a plein d'anecdotes comme ça. En fait, il y en a à l'appel, quoi. Et donc cette enseignante, et depuis, il y a beaucoup d'enseignants qui ont commencé à s'y mettre aussi. Elle sortait une fois par semaine, une demi-journée par semaine dans un espace de nature. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et qui se développe de plus en plus. Depuis le premier confinement, il y a aussi des enseignants qui sortaient déjà de façon régulière, par exemple une fois par semaine, qui ont commencé à sortir plus souvent, que ce soit une enseignante en maternelle qui maintenant sort tous les matins, quasiment, 4 matins par semaine, elle le passe dans un espace de nature juste à côté de son école à Rochefort, donc dans un espace public. Donc c'est des choses qui sont tout à fait faisables et réplicables et qui sont assez peu coûteuses. Après, pour que ça se développe, il faut, et c'est ce que je racontais au tout début sur ma présentation, je pense que les enseignants ont besoin de ressources parce qu'ils ne sont pas formés à ça, et ils n'ont pas l'habitude. Dans leur formation initiale, c'est un sujet qui n'existe à peu près pas, quoi. Ça commence un tout petit peu, mais pour l'instant, c'est très peu le cas. Donc, je pense qu'ils ont besoin de ressources, ils ont besoin de savoir que c'est possible de le faire, que c'est autorisé de le faire. Et que ce soit quelque chose qui est reconnu, parce qu'aujourd'hui, un enseignant qui veut sortir, il a encore la charge de la preuve, donc il doit prouver que ce n'est pas une perte de temps, il doit prouver que c'est bon pour les enfants, il doit prouver que ce n'est pas dangereux. Et donc tout ça, en plus de lui, de lancer le projet, et donc de se dire, je change d'environnement pour ma classe. Donc il y a aussi une certaine mise en danger, parce qu'on est dans un espace qui est extérieur, donc où il y a des surprises, et c'est ça qui est intéressant aussi, mais ça peut être troublant et déstabilisant. Donc en plus de ça, il y a la charge de la preuve, et donc ça, je pense que il faudrait arriver à lever cette charge de la preuve et que ça soit encouragé et accompagné. Et je pense que ça peut se développer rapidement de façon très large, en fait. Oui. Parce que les espaces, parce qu'un des gros freins aussi, c'est la question de trouver un lieu, parce que quand on connaît les écoles en forêt et qu'on voit des reportages sur les écoles en forêt au Danemark et tout, on se dit, ah là là, mais moi, j'ai pas de forêt juste à côté, donc je peux pas le faire. Mais par exemple, Christelle Ferjou, elle le faisait dans un petit terrain de sa commune qui était pas du tout extraordinaire, qui était pas très grand, mais qui était quand même tout à fait adapté et déjà bien plus riche que la classe qui était fermée et qui était où il n'y avait pas de vivant, quoi. Un espace extérieur, c'est un espace de toute façon où il y a un petit peu plus de place et c'est un espace où on est en contact avec le vivant. C'est un espace qui évolue avec les saisons, avec la météo, etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus riche, plus complexe, plus riche en possibilités de découverte, d'expérience, d'apprentissage pour les enfants. Et donc ça peut se faire même en ville, partout, quoi. Il y a toujours des possibilités. Et après, même avec les cours de récréation qui commencent à évoluer aussi là, depuis quelques années, et ça s'accélère, il y a des cours de récréation qui deviennent plus vivants, plus naturels, etc. Donc ça devient des espaces aussi intéressants pour être en contact avec la nature et
et pouvoir faire classe dehors. C'est ça. Et même, effectivement, j'ai un exemple de l'école justement de mon fils où ils ont un petit potager qu'ils ont effectivement mis en place dans la cour de récréation. Et donc, pour les petits, surtout, voilà, qui sont en petite, moyenne, grande section. Et c'est vrai que c'est important, effectivement, surtout au printemps, de, tu sais, de mettre une petite graine et puis de voir finalement qu'au bout de quelques jours, elle commence à pousser. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont faciles à mettre en place. Et, mais du coup, il faut vraiment, je pense que c'est aussi l'initiative des enseignants. En Les tout enseignants ou des parents aussi, les parents aussi peuvent pousser à ça. Exactement. Oui. Et alors, peut-être encore une autre petite question, c'est pourquoi en fait penses-tu effectivement qu'il y a un lien vraiment étroit entre l'immersion dans la nature et le développement de la créativité, que ce soit pour les enfants ou même pour les adultes, hein. Ce qui est intéressant, c'est souvent les enseignants qui commencent à faire classe dehors. Ils racontent qu'au tout début, quand ils emmènent les enfants dehors, bah, et les réactions sont assez diverses. Et il y a des enfants qui vont être un peu tout fous parce que tout d'un coup, ils ont le droit. Ils ont le droit de bouger, ils ont le droit de faire du bruit, etc. Donc voilà, il y a l'énergie qui sort et c'est pas, C'est ça. Ah. c'est pas grave. Mais il y a aussi des enfants qui se retrouvent un peu perdus parce ils peuvent avoir, enfin après ça dépend comment l'enseignant fait classe dehors, mais si on laisse plus de liberté aux enfants, ils se retrouvent dans un espace sans directive. On leur dit pas il faut que tu fasses ça, que tu fasses ça avec ta gommette, avec je sais pas quoi, que tu prennes ton crayon, etc. Ils vont se retrouver dans un espace ouvert, sans directive précise, et là ils vont avoir les bras ballants, ils vont se dire mais qu'est-ce que je peux faire ici, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, parce que les enfants aujourd'hui, en plus d'être à l'intérieur, de vivre à l'intérieur, ils ont très peu de temps libre. Ça aussi, ça a été mesuré. Le temps qu'on laisse aux enfants pour jouer librement a considérablement diminué, il a quasiment disparu. Et ce temps-là de jeu libre, d'espace-temps, en fait, qui disparaît, c'est quelque chose de très précieux pour les enfants dont ils ont besoin aussi, par exemple, pour développer leur créativité. Un enfant qui n'a rien à faire, il va se dire qu'est-ce que je peux faire ? Et qu'est-ce que je peux faire ? Et on pourrait faire ça, et on pourrait se dire que cette feuille, c'est je sais pas quoi, et c'est un bateau, et là, on va dire qu'il y a la mer, et là, on va dire je sais pas quoi, et on dirait ça. Donc, par rapport, par exemple, au jeu symbolique, c'est très intéressant. Et là, je regardais à nouveau, il y avait une vidéo sur une école en forêt, et il y avait un enfant qui disait, ici, j'ai plein de jouets, alors qu'à la maison, j'ai juste les pirates. Ça se terminait comme ça. Et en fait, dehors, il y avait pas de jouets. Il y avait pas de jouets, mais il y avait plein de matériaux divers. Que ce soit des bâtons, de la terre, etc. Et avec tout ça, on peut imaginer plein de choses et on peut faire plein de choses. Ça rejoint aussi la théorie de Nicholson, qui est un architecte des années 70, je crois, je ne suis plus exactement sûre, mais qui s'appelle la théorie des pièces détachées. Et donc, dans cette théorie-là, et après, ça a été... c'est plutôt validé depuis, quoi. On se rend compte que si on offre un environnement riche avec des pièces détachées, donc avec des choses dont l'usage n'est pas fléché, donc c'est pas ça, c'est un crayon, on le sait que c'est un crayon, mais voilà, mais un bout de bois ou une ficelle, c'est pas comme un Playmobil, quoi, ou un écran. Et donc, il faut imaginer ce que c'est et créer à partir de ça. Et après, on combine. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on développe. On peut développer sa créativité et son imagination. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'extérieur, c'est un environnement qui n'est pas adapté, qui n'est pas spécialement conçu pour des enfants. Et donc, le bout de bois, s'il est très gros et lourd, il n'est pas adapté pour un enfant. Enfin, ça dépend de quel âge, quoi. Mais un jeune enfant, il ne pourra pas le porter. Et donc, il aura besoin d'aide d'un autre enfant. Ils vont devoir essayer de trouver une solution pour le porter à deux. S'ils se mettent tous les deux d'un côté, ça ne va pas marcher, etc. Et donc, ils vont faire plein d'expériences. Ils vont faire plein d'erreurs. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend. C'est en testant des choses et en expérimentant. Super. Je suis entièrement d'accord, hein. C'est vrai qu'en plus, ils ont parfois, en fait, même sans le savoir et sans le soupçonner, ils ont déjà cette créativité-là, juste qui a besoin d'être, tu vois, de ressortir. Parce que je l'ai vu, effectivement, j'avais fait un atelier avec des enfants la semaine dernière, et en fait, on n'a même pas besoin de leur donner quelconque consigne ou indication. Ils trouvent par eux-mêmes des choses ensuite pour, en fait, voilà, composer des œuvres d'art ou des choses, en fait, voilà, avec ce qu'ils trouvent, en fait, sous la main dans la forêt. Et en fait, c'est assez impressionnant de voir, en fait, finalement, qu'ils ont ça, en fait, en eux. Ils n'ont même pas de besoin, en fait, quand on leur donne des indications, des instructions précises, ils le font parce que c'est en eux, en fait. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est le tout début de l'article de Nicholson. Ça commence en disant
nous sommes tous des artistes. On Exactement. a tous ça en nous. Et le problème, c'est qu'on flèche et on dit, toi, tu es un artiste, toi, tu n'es pas un artiste, donc toi, tu n'as pas le droit de créer. Mais en fait, on a tous ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde puisse développer ça. Exactement. Écoute, je pense que c'est une très bonne conclusion sur ce sujet. Je te remercie beaucoup encore une fois pour De rien. toute cette interview vraiment très intéressante et inspirante. Et je mettrai, je pense, après la vidéo, effectivement, tes dernières actualités et puis comment on peut te contacter si effectivement on veut voilà, te contacter. Donc, ce sera juste après la vidéo. Donc, merci beaucoup, en tout cas, De vraiment. rien. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.